Nous avons vu que la Banque centrale pouvait agir par le biais d'un certain nombre d'actions menées au niveau des taux d'intérêt. La Banque centrale, avons-nous précisé, peut agir aussi sur la masse monétaire et nous avons précisé qu'elle pouvait agir au niveau de l'ensemble des composantes de la masse monétaire. Il est vrai que la libéralisation de l'économie, l'adoption d'un certain nombre de mesures de déréglementation, de décloisonnement et de désintermédiation devait en principe déboucher sur une réduction du pouvoir de la Banque centrale. Cependant, il y a lieu de préciser que ce pouvoir, réduit certes par la libéralisation, est demeuré extrêmement important dans le sens où la Banque centrale dispose de deux armes extrêmement importantes. Un, le taux directeur. Deux, les règles prudentielles édictées par Bâle 1, Bâle 2 et Bâle 3. Et donc, si d'un côté, on décide d'accroître la quantité de monnaie et donc de d'irriguer l'économie de liquidités importantes, il est lieu de savoir que les conditions d'octroi de crédit sont extrêmement draconiennes et de ce fait, cela n'impacte pas automatiquement un accroissement de l'octroi des crédits. Troisième type d'action concerne le taux de change. Il s'agit en fait d'un certain nombre d'actions permettant d'agir directement sur l'évolution du commerce extérieur d'un pays. Et cela en adoptant une dévaluation ou une réévaluation, sachant que ceci impacte de façon importante le niveau des importations. Quand il s'agit d'une dévaluation, cela impacte le niveau des importations parce que cela pourrait se traduire par une réduction des importations, mais ce qui est sûr, c'est que cela se traduit par un renchérissement des importations et donc cela pourrait être répercuté sur le niveau général des prix, au niveau interne. Comme cela, une dévaluation devrait en principe rendre les exportations plus compétitives et de ce fait engendrer leur accroissement. Là encore, le mécanisme n'est pas si évident que cela et le mécanisme ne joue pas en tout temps et à tout lieu de la même façon. En tout état de cause, la Banque centrale cherche de façon générale à ce que le niveau du taux de change ne déséquilibre pas l'économie interne, d'une part, et cherche aussi à ce que ce taux de change puisse permettre, si possible, et c'est en fonction de l'offre exportable, accroître le niveau des exportations. Nous venons donc de voir les objectifs de la politique monétaire. Qu'en est-il des instruments de cette politique ? Il s'agit en fait d'un certain nombre d'instruments qui permettent d'agir directement ou indirectement sur les liquidités. Et c'est pour cela que l'on parle de deux aspects au niveau de ces instruments, d'instruments qui permettent le contrôle direct de la liquidité et d'instruments qui permettent le contrôle indirect de cette liquidité. Il s'agit donc de voir dans un premier temps le contrôle direct de la liquidité. Ce contrôle direct de la liquidité se réalisait de deux façons ou grâce à deux instruments, en l'occurrence l'encadrement du crédit et d'un autre côté la sélectivité du crédit. Je voudrais rappeler que la loi bancaire de 1993 a permis
ou entraîner ou décréter le désencadrement du crédit. Cela signifie qu'avant cette date, le crédit était encadré, en ce sens que les autorités monétaires déterminaient en fait les quantités, le montant des crédits à distribuer par les établissements de crédit. Il s'agissait en fait d'une réglementation quantitative, une réglementation quantitative des crédits distribués par les établissements de crédit. La Banque centrale fixait alors, pour une période déterminée, le montant ou les montants de crédit à distribuer. Il s'agissait d'une politique rigide parce qu'elle ne faisait pas la distinction entre les crédits qui devaient être alloués à des activités considérées comme étant prioritaires et le reste des activités économiques. D'ailleurs, c'est cela qui a nécessité l'adoption d'une politique sélective du crédit. Mais la loi bancaire a donc adopté une déréglementation dont l'une des mesures est le désencadrement du crédit. Et le désencadrement du crédit signifie que les banques centrales n'ont plus d'autorité en matière de montants à distribuer, des crédits à accorder, à distribuer par les établissements de crédit. Il s'agit donc d'une réduction substantive extrêmement importante du pouvoir de la Banque centrale. Mais parallèlement à cela, ce qu'on a donné de la main gauche, on va essayer de le récupérer de la main droite. En ce sens qu'il y a effectivement liberté en matière de définition, de détermination des montants de crédit à distribuer, mais parallèlement à cela, il y a des règles prudentielles telles que les demandeurs de crédit ne peuvent satisfaire, des règles prudentielles que ne peuvent satisfaire les demandeurs de crédit et en général les petites et les moyennes entreprises. Ce ne sont pas des règles prudentielles adaptées à notre environnement. Ce ne sont pas des règles prudentielles adaptées à notre économie. Donc, le processus de déréglementation institué, caractérisé par la prise de 3 mesures, déréglementation caractérisée par le désencadrement, l'assouplissement du système de réserve obligatoire que nous verrons tout à l'heure et la libéralisation des taux d'intérêt. Donc le premier point relatif au désencadrement versus encadrement qui constituait un instrument de la politique monétaire, donc ne joue pas pleinement. Nous sommes dans le cadre d'une politique libérale qui a mis en place un désencadrement du crédit, mais en même temps détermine les conditions d'octroi du crédit, conditions qui viennent limiter la distribution de crédit et de ce fait limiter l'activité économique. Politique sélective du crédit était en fait le complément de l'encadrement du crédit. Il s'agit d'une politique qui avait pour objet d'orienter les crédits vers les activités que l'on considérait comme étant prioritaires, motrices du processus de croissance et de développement économique. Et cette politique sélective du crédit accompagnait en fait le rôle des institutions financières spécialisées ou qui ont été en fait, qui n'existent plus, puisqu'ils sont aujourd'hui, ce sont des institutions qui sont régies par le même cadre juridique que les autres établissements de crédit, mais c'était là un moyen d'une part de déterminer ce qui est prioritaire, ce qui est important en matière de rôle moteur dans le processus de croissance économique et ce qui ne l'est pas. Donc la sélectivité du crédit était un moyen de réaliser un processus de croissance équilibré, un processus de croissance axé sur le développement d'un certain nombre d'activités que l'on considère, sur la base de données objectives, comme étant motrices du processus de croissance. L'inexistence d'un encadrement du crédit s'est donc accompagnée
d'un abandon de la sélectivité du crédit. En conséquence, on peut dire que le contrôle direct n'existant pas, la politique monétaire ne peut être jugée en matière d'efficacité ou d'inefficacité sur la base du contrôle direct. Que reste-t-il? Le contrôle indirect du crédit. Et en fait, il s'agit d'un certain nombre de mécanismes permettant d'agir sur le refinancement des banques. Refinancement auprès de la Banque centrale. Les instruments sont de 3 types. Le réescompte, l'open market et les réserves obligatoires. En ce qui concerne le réescompte, la politique monétaire s'appuie en général sur 2 variables, le plafond de réescompte et le taux de réescompte. En ce qui concerne le plafond de réescompte, il faut préciser que la Banque centrale recherche un effet quantité, dans la mesure où, grâce à ce plafond, elle limite le montant de refinancement qu'elle accorde aux banques. Et en conséquence, elle limite le pouvoir de création monétaire par les banques et donc la distribution du crédit par les banques. Nous verrons par la suite dans quelle mesure le réescompte peut être utilisé dans le cadre d'une politique expansive et dans le cadre d'une politique restrictive. L'action par le biais du taux de réescompte a un effet prix, en ce sens que la Banque centrale peut, selon ses objectifs, soit renchérir le coût de refinancement, soit le réduire. Il est entendu que dans le cadre d'une politique anti-inflation, une politique de lutte contre l'inflation, une politique se fixant comme objectif un taux d'inflation inférieur à 2%, la Banque centrale va jouer dans le cadre d'une politique de rigueur, une politique d'austérité, plutôt un renchérissement du réescompte, plutôt qu'une réduction de son coût. Il faut préciser que le taux de réescompte a un impact direct sur le taux d'intérêt débiteur appliqué par les établissements de crédit. En effet, les banques, les établissements de crédit vont pratiquer des taux en se basant sur le taux directeur auquel s'ajoutent différentes commissions et primes de risque. Le problème que pose cet instrument est qu'il présente un inconvénient majeur, tout simplement parce qu'il permet d'agir a posteriori. En effet, c'est quand les autorités monétaires constatent qu'il y a un excédent de liquidité sur le marché qu'elles vont adopter cette politique du réescompte. Et donc c'est une politique qui en général intervient tardivement. L'effet de réduction des liquidités va donc se faire sentir, surtout au niveau de l'activité économique. C'est un effet pénalisant. En conséquence, la Banque centrale va essayer d'assouplir sa politique de réescompte et de réduire l'efficacité de cet instrument. Mais
Comme nous l'avons déjà précisé dans le cadre du programme de S3, cet instrument n'est efficace que si l'on se trouve dans le cadre d'un marché monétaire en banque, c'est-à-dire un marché qui n'est pas liquide. Dans le cas contraire, c'est-à-dire un marché monétaire hors banque, il n'y a pas besoin de recourir à la Banque centrale pour se refinancer. Le deuxième instrument du contrôle indirect est l'open market. Il est possible de dire que l'open market est un instrument qui permet à la Banque centrale d'intervenir sur le marché monétaire. Ainsi, et en fonction de la politique poursuivie par la Banque centrale, politique expansive ou restrictive, la Banque centrale se porte acheteuse ou vendeuse de titres sur le marché monétaire. Quand elle procède à des achats de titres, elle injecte des liquidités sur le marché. Et de ce fait, elle tend à faire baisser les taux sur ce marché. À l'inverse, quand elle vend des titres sur ce marché, elle assèche les liquidités, elle réduit les liquidités et donc tend à faire augmenter les taux sur ce marché. Il est donc possible de dire que la politique de l'open market est efficace dans la mesure où elle engendre immédiatement et rapidement une variation des taux d'intérêt ou du taux d'intérêt du marché monétaire. Une variation du taux d'intérêt du marché monétaire qui, bien entendu, est répercutée par les banques en matière de fixation de taux d'intérêt débiteurs et donc des taux appliqués à la clientèle. Quel type de clientèle? En majorité, une clientèle constituée par des entreprises, et je le répète et j'y insiste, peut-être lourdement, mais je tiens à y insister, constituée par des entreprises, en grande majorité de petite et moyenne taille, voire très petites entreprises, et en conséquence des entreprises fragiles, financièrement parlant, fragiles matériellement parlant, et fragiles en matière d'encadrement, en ce sens qu'elles sont sous-encadrées par faute de moyens. La politique de l'open market a par ailleurs un double effet. Un effet quantité lié au fait que son action agit directement sur la liquidité des banques et en conséquence sur l'évolution de la masse monétaire. Un impact sur l'évolution de la masse monétaire, tout simplement dans le cas où les établissements de crédit, les banques, les ex-banques commerciales, que l'on appelle établissements de crédit, procèdent à une création de monnaie scripturale lors de l'octroi de crédit. Cette évolution ou cet impact sur la masse monétaire est réalisé par le biais du multiplicateur du crédit. Il est donc possible de dire que, contrairement à la politique du réescompte, la politique de l'open market précède l'évolution de la masse monétaire en accroissant ou en réduisant le pouvoir de création monétaire des établissements de crédit. D'un autre côté, cette politique a un effet prix.
L'intervention de la Banque centrale exerce un effet sur le coût du crédit. Quand elle offre des titres, elle tend à faire baisser le prix des titres et le taux d'intérêt augmente. Et à l'inverse, quand elle en demande, elle va faire augmenter le prix des titres et le taux d'intérêt baisse. Précisons enfin que cette politique d'open market est souvent accompagnée d'une technique que l'on appelle technique de la mise en pension. Il s'agit en fait d'une cession provisoire de titres avec un engagement de rachat. C'est en quelque sorte l'équivalent d'un prêt de liquidité assorti d'une garantie de rachat. Troisième instrument dont dispose la Banque centrale en matière de contrôle indirect concerne les réserves obligatoires. Comme vous le savez, les réserves obligatoires consistaient en fait en la constitution de fonds permettant de faire face à d'éventuelles demandes massives de crédit. Il s'agit en fait actuellement d'un instrument dont dispose la Banque centrale et qui lui permet de réguler la quantité de monnaie en circulation et plus précisément la création monétaire par les établissements de crédit. Création de monnaie monétaire lors de la distribution des crédits. La Banque centrale fixe ainsi un taux de réserve obligatoire, et ce afin d'assurer la régulation du marché de la monnaie, tant au niveau de la quantité de monnaie émise que des taux pratiqués. Je tiens à vous signaler que ce taux, qui était d'environ 16,5% en 2008-2010, a été ramené à 4% il y a un an, je pense. Mais je voudrais là encore préciser que ramener le taux de réserve obligatoire à 4% est significatif en théorie d'une capacité de création monétaire et donc de distribution de crédit plus importante de la part des établissements de crédit, mais là encore, la distribution des crédits étant assujettie à des règles prudentielles draconiennes, étant assujettie à un taux directeur important, il est extrêmement difficile que cet outil puisse aboutir aux résultats escomptés. En conséquence, il est possible de dire que parallèlement à la réglementation bancaire assujettie aux règles prudentielles draconiennes, orthodoxes, et je me permettrai de dire intégristes, de façon générale, l'instrument réserve obligatoire est efficace en fonction du degré de dépendance des établissements de crédit à l'égard de la Banque centrale et donc de la situation du marché monétaire en banque ou hors banque. Je vous remercie.